François Bon, Balzac, roman. Ce soir, un exercice encore un petit peu différent. Est-ce qu'il y a un ordre pour avancer dans cette œuvre Océan? Et dans ces deux nappes, on glisse continuellement d'une à l'autre. L'une qui serait l'œuvre, la génétique de l'œuvre, et l'autre qui serait l'homme qui se trouve aux prises. C'est-à-dire que ça pousse à travers lui, et puis à un moment donné, il se redresse, il s'en saisit et décide que ce sera la comédie humaine. Et j'ai plus la perception, après toutes ces années de lecture, et puis l'histoire de ma propre découverte de Balzac, d'une grande fresque, vous savez, ce principe de simultané si cher à Claude Simon, que tout Balzac est là qui résonne, l'homme comme les livres, les très brefs, ou comme les très longs, et que finalement le seul ordre, c'est l'histoire là de notre chemin, de notre enquête, puisque on le fait ensemble. Alors, vous savez que j'ai glissé, on est parti par les récits brefs, j'ai glissé là sur dire il faut les contrepoids. Un contrepoids essentiel, c'est Illusion perdue. Je commence Illusion perdue à lire là par épisode. On a donc, où c'est écrit en 1837 au Jardy. J'ai ce livre de Léon Gozlan, là, qui, dans cette période des Jardys, qui est collaborateur de Balzac en ce moment-là. Et Gozlan nous raconte une visite de Victor Hugo. Et comment ça s'enchaîne, ces choses-là? Victor Hugo, il vient, vous savez, avec des lunettes de soleil vertes. C'était adorable, ce texte, quand même. Et de quoi ils vont parler dans le repas? Eh bien, de ce qu'ils sont en train de faire ensemble, c'est-à-dire fonder la Société des gens de lettres, dont Balzac démissionnera ensuite. Mais c'est question de la contrefaçon, des droits d'auteur, la reconnaissance du statut d'auteur. C'est Hugo et Balzac ensemble. Et autant pour moi, par exemple, Flaubert, pour l'instant, je le vois encore un peu loin, très loin, et Zola encore plus, Stendhal, non, mais Stendhal et Balzac, c'est deux petites boules de billard là, qui se cognent comme ça, alors qu'à mesure que je lis Balzac, là, ici, à voix haute, c'est des vers de Baudelaire qui semblent surgir de tous les mots, comme s'il avait pris ses formes, ses syntaxes, la ferraille de son béton armé, indépendamment des mots eux-mêmes, à l'intérieur de Balzac. Et c'est quelque chose, ce rapport de Balzac à Baudelaire, que j'ai bien l'intention aussi d'aller explorer. Alors, sur cette visite de Hugo au Jardy qui me restait là, mais évidemment, l'autre souvenir, c'est ce texte évidemment légendaire. Il y en a deux. C'est Hugo prenant la parole aux obsèques, et vous avez vu cette petite vidéo faite là, directement, l'autre samedi, il y a 8 jours exactement, là, devant la tombe. Et il y a cette visite de Victor Hugo dans la chambre, là, où meurt Balzac. Alors, dans le moment où on est juste encore dans le début de notre voyage, installé sur la grande fresque, un portrait de Balzac mourant, je me disais, mais si tu mets la charrette avant les bœufs, normalement, il devrait mourir plutôt à la fin, non? Eh ben, c'est comme ça. Et je pense que justement, cette fin prématurée de Balzac, qui laisse ce monument, là, en plan, c'est quelque chose qui vaut, y compris quand on lit ces tout premiers textes écrits sous d'autres noms, Lord Auroux, Horace Saint-Aubin, mais qui sont repris, remaniés, réécrits dans la comédie humaine. Tout est chantier, tout est inachevé, et dans cette instance-là, Balzac qui meurt, c'est la comédie humaine qui prend son élan. Alors, je voulais quand même prévenir, parce que c'est pas un texte facile à lire, je sais pas, je vais le lire, mais facile à entendre, certainement pas. En tout cas, quand je l'ai lu là, 3 fois, 4 fois ces dernières semaines, non. Alors c'est dans Chose vue, et c'est le 18 août 1850. Le 18 août 1850, ma femme, qui avait été dans la journée pour voir Madame de Balzac, me dit que Monsieur de Balzac se mourait. Point. J'y courus.
Monsieur de Balzac était atteint depuis 18 mois d'une hypertrophie du cœur. Après la Révolution de février, il était allé en Russie et s'y était marié. Quelques jours avant son départ, je l'avais rencontré sur le boulevard. Il se plaignait déjà et respirait bruyamment. En mai 1850, il était revenu en France, marié, riche et mourant. En arrivant, il avait déjà les jambes enflées. 4 médecins consultés l'auscultèrent. 4. L'un d'eux, Monsieur Louis, me dit, le 6 juillet, il n'a pas 6 semaines à vivre. C'était la même maladie que Frédéric Soulier. Le 18 août, j'avais mon oncle, le général Louis Hugo, à dîner. Sitôt levé de table, je le quittai et je pris un fiacre qui me mena avenue Fortuné, numéro 14, dans le quartier Beaujon. C'était là que demeurait M. de Balzac. Il avait acheté ce qui restait de l'hôtel de M. de Beaujon, quelques corps de logis bas échappés par hasard à la démolition. Il avait magnifiquement meublé ses masures et s'en était fait un charmant petit hôtel ayant porte cochère sur l'avenue Fortuné et pour tout jardin une cour longue et étroite où les pavés étaient coupés çà et là par des plates-bandes. Je sonnai. Il faisait un clair de lune voilé de nuages. La rue était déserte. On ne vint pas. Je sonnai une seconde fois. La porte s'ouvrit. Une servante m'apparut avec une chandelle. « Que veut monsieur ?» dit-elle. Elle pleurait. Je dis mon nom. On me fit entrer dans le salon qui était au rez-de-chaussée et dans lequel il y avait sur une console opposée à la cheminée le buste colossal en marbre de Balzac par David. Une bougie brûlait sur une riche table ovale posée au milieu du salon et qui avait en guise de pied 6 statuettes dorées du plus beau goût. Une autre femme vint, qui pleurait aussi et qui me dit « Il se meurt. Madame est rentrée chez elle. Les médecins l'ont abandonné depuis hier. Il a une plaie à la jambe gauche. La gangrène y est. Les médecins ne savent ce qu'ils font. Ils disaient que l'hydropisie de monsieur était une hydropisie coineuse, une infiltration, c'est leur mot, que la peau et la chair étaient comme du lard et qu'il était impossible de lui faire la ponction. Eh bien, le mois dernier, en se couchant, monsieur s'est heurté à un meuble historié, la peau s'est déchirée et toute l'eau qu'il avait dans le corps a coulé. Les médecins ont dit « Tiens, cela les a étonnés, et depuis ce temps-là, ils lui ont fait la ponction. Ils ont dit « Imitons la nature ». Mais il est venu un abcès à la jambe. C'est M. Roux qui l'a opéré. Hier, on a levé l'appareil. La plaie, au lieu d'avoir suppuré, était rouge, sèche et brûlante. Alors ils ont dit « Il est perdu » et ne sont plus revenus. On est allé chez 4 ou 5, inutilement. Tous ont répondu « Il n'y a rien à faire ». La nuit a été mauvaise. Ce matin, à 9 heures, monsieur ne parlait plus. Madame a fait chercher un prêtre. Le prêtre est venu et a donné à monsieur l'extrême onction. Monsieur a fait signe qu'il comprenait. 1 heure après, il a serré la main à sa sœur, madame de Surville. Depuis 11 heures, il râle et ne voit plus rien. Il ne passera pas la nuit. Si vous voulez, monsieur, je vais aller chercher monsieur de Surville, qui n'est pas encore couché. Et que Surville est le mari de Laure, la sœur plus jeune de Balzac. La femme me quitta, j'attendis quelques instants. La bougie éclairait à peine le splendide ameublement du salon et de magnifiques peintures de Porbus et de Holbein suspendues au mur. Le buste de marbre se dressait vaguement dans cette ombre comme le spectre de l'homme qui allait mourir. Quand on est Victor Hugo, on est Victor Hugo, en toutes circonstances. Et je dis ça très respectueusement. Une odeur de cadavre remplissait la maison. Monsieur de Surville entra et confirma tout ce que m'avait dit la servante. Je demandai à voir monsieur de Balzac. Nous traversâmes un corridor, nous montâmes un escalier couvert d'un tapis rouge
et encombré d'objets d'art, vases, statues, tableaux, crédences portant des émaux, puis un autre corridor, et j'aperçus une porte ouverte. J'entendis un râlement haut et sinistre. J'étais dans la chambre de Balzac. Un lit était au milieu de cette chambre, un lit d'acajou, ayant au pied et à la tête des traverses et des courroies qui indiquaient un appareil de suspension destiné à mouvoir le malade. Monsieur de Balzac était dans ce lit, la tête appuyée sur un monceau d'oreiller auquel on avait ajouté des coussins de damas rouge empruntés au canapé de la chambre. Il avait la face violette, presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts, l'œil ouvert, fixe. Je le voyais de profil et il ressemblait ainsi à l'empereur. Une vieille femme, la garde, et un domestique se tenait debout des deux côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte. Un vase d'argent était posé sur la table de nuit. Cet homme et cette femme se taisaient avec une sorte de terreur et écoutaient le mourant râler avec bruit. La bougie au chevet éclairait vivement un portrait d'homme jeune, rose et souriant, suspendu près de la cheminée. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression. C'était cette même chambre où je l'étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d'espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en riant. Nous avions beaucoup causé et disputé politique. Il me reprochait ma démagogie. Lui était légitimiste. Il me disait « Comment avez-vous pu renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après le titre de roi de France ?» Il me disait aussi « J'ai la maison de monsieur de Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église au coin de la rue. J'ai là, dans mon escalier, une porte qui ouvre sur l'église, un tour de clé, et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu'au jardin. » Quand je l'avais quitté, il m'avait reconduit jusqu'à cet escalier, marchant péniblement, et m'avait montré cette porte. Il avait crié à sa femme « Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. » La garde me dit « Il mourra au point du jour. » Je redescendis en portant dans ma pensée cette figure livide. En traversant le salon, je retrouvai le buste immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement, et je comparais la mort à l'immortalité. Rentré chez moi, c'était un dimanche. Je trouvais plusieurs personnes qui m'attendaient, entre autres Riza Bey, le chargé d'affaires de Turquie, Navarrete, le poète espagnol, et le comte Arrivabene, proscrit italien. Je leur dis « Messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. » Il mourut dans la nuit, il avait 51 ans. On l'enterra le mercredi. Il fut d'abord exposé dans la chapelle Beaujon, et il passa par cette porte dont la clé lui était à elle seule plus précieuse que tous les jardins paradis de l'ancien fermier général. Giraud, le jour même de sa mort, avait fait son portrait. On voulait faire mouler son masque, mais on ne le put, tant la décomposition fut rapide. Le lendemain de la mort, le matin, les ouvriers mouleurs qui vinrent trouvèrent le visage déformé et le nez tombé sur la joue. On le mit dans un cercueil de chêne doublé de plomb. Le service se fit à Saint-Philippe du Roule. Je songeais, à côté de ce cercueil, que c'était là que ma seconde fille avait été baptisée, et je n'avais pas revu cette église depuis ce jour-là. Dans nos souvenirs, la mort touche la naissance. Le ministre de l'Intérieur, Baroche, vint à l'enterrement. Il était assis à l'église près de moi, devant le catafalque, et de temps en temps, il m'adressait la parole. Il me dit « C'était un homme distingué ». Je lui dis « C'était un génie ». Le convoi traversa Paris et alla par les boulevards au Père-Lachaise. Il tombait des gouttes de pluie quand nous partîmes de l'église et quand nous arrivâmes au cimetière. C'était un de ces jours
où il semble que le ciel verse quelques larmes. Je marchais à droite, en tête du cercueil, tenant un des glands d'argent du poil, Alexandre Dumas, de l'autre côté. Quand nous parvînmes à la fosse qui était tout en haut sur la colline, il y avait une foule immense. La route était âpre et étroite. Les chevaux avaient peine, en montant, à retenir le corbillard, qui recula. Je me trouvais pris entre une roue et une tombe. Je faillis être écrasé. Des spectateurs qui étaient debout sur le tombeau me hissèrent par les épaules près d'eux. Nous fîmes tout le trajet à pied. On descendit le cercueil dans la fosse qui était voisine de Charles Naudier et de Casimir de la Vigne. Le prêtre dit la dernière prière et je prononçai quelques paroles. Pendant que je parlais, le soleil baissait. Tout Paris m'apparaissait au loin dans la brume splendide du couchant. Il se faisait presque à mes pieds des éboulements dans la fosse et j'étais interrompu par le bruit sourd de cette terre qui tombait sur le cercueil. Voilà, ça c'était dans Choses vues, donc août 1850, et vous avez cette phrase-là, je prononçais quelques paroles. Là, voilà, les paroles, je les ai imprimées aussi. Donc on va lire, là, ce que Hugo, là, ce 20 août 1850, a dit au père Lachaise sur la tombe de Balzac. En même temps que je vais les lire, il faudra entendre, là. Donc il y a la fosse, il y a le cercueil de chêne doublé de plomb, il y a Balzac décomposé dedans, et il y a ces mottes de terre, là, à cause de la pluie, qui tombent sur le cercueil avec du bruit. Et on ne sait jamais dans Choses vues si Hugo, je prononçais quelques paroles pour qu'on le prenne par l'épaule, si on osait, et qu'on lui dise quelques paroles, ça, ce discours-là, vous appelez ça, je prononçais quelques paroles. C'est toujours un petit peu ambivalent. Et pourtant, on aurait tendance à dire le contraire. Quand tu regardes les dessins d'Hugo, quand tu lis comment ça marche dans sa poésie, dans ses livres, en fait, peut-être que si lui a compris Balzac, c'est peut-être qu'il a compris ça. Comment tu es emporté par le dedans, que ça te prend par le dos et que ça t'emmène. Et ce que tu dis dans Choses vues, bien, c'est toi qui le dis. Et je prononçais quelques paroles, c'est ce qui emporte. En tout cas, il fallait Hugo pour comprendre Balzac. Et je pense que c'est pas sûr côté Balzac, parce qu'il y a une sorte d'âpreté égoïste différente aussi, parce que il faut bien que tu tiennes le combat. Hugo est sur un trône, c'est différent. Mais je pense que ils avaient chacun de son côté de quoi comprendre l'autre. Alors, c'est le journal qui parle. Le convoi s'est dirigé vers le cimetière du Père Lachaise, salué au passage par une foule respectueuse et sympathique. Lorsqu'il est arrivé au cimetière, on a fait le cercle autour de la fosse, et M. Victor Hugo a pris la parole en ces termes. « Messieurs, l'homme qui vient de descendre dans cette tombe était de ceux auxquels la douleur publique fait cortège. Dans les temps où nous sommes, toutes les fictions sont évanouies. Dans les temps où nous sommes, toutes les fictions sont évanouies. Les regards se fixent désormais non sur les têtes qui règnent, mais sur les têtes qui pensent. Et le pays tout entier tressaille lorsqu'une de ces têtes disparaît. Aujourd'hui, le deuil populaire, c'est la mort de l'homme de talent. Le deuil national, c'est la mort de l'homme de génie. Messieurs, le nom de Balzac se mêlera à la trace lumineuse que notre époque laissera dans l'avenir. Monsieur de Balzac faisait partie de cette puissante génération des écrivains du XIXe siècle qui est venue après Napoléon, de même que l'illustre Pléiade du XVIIe est venue après Richelieu. Comme si, dans le développement de la civilisation, il y avait une loi qui fit succéder aux dominateurs par le glaive, les dominateurs par l'esprit.
Monsieur de Balzac était l'un des premiers, parmi les plus grands, un des plus hauts, parmi les meilleurs. Ce n'est pas le lieu de dire ici tout ce qu'était cette splendide et souveraine intelligence. Tous ces livres ne forment qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Livre merveilleux que le poète a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire, qui prend toutes les formes et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu'à Suétone, qui traverse Beaumarchais et qui va jusqu'à Rabelais. Livre qui est l'observation et qui est l'imagination, qui prodigue le vrai, l'intime, le bourgeois, le trivial, le matériel, et qui par moments, à travers toutes les réalités, brusquement et largement déchirées, laisse tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. À son insu, qu'il le veuille ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. Balzac va droit au but. Il saisit corps à corps la société moderne. Il arrache à tous quelque chose, aux uns l'illusion, aux autres l'espérance, à ceux-ci un cri, à ceux-là un masque. Il fouille le vice, il dissèque la passion. Il creuse et sonde l'homme, l'âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l'abîme que chacun a en soi. Et par un droit de sa libre et vigoureuse nature, par un privilège des intelligences de notre temps, qui, ayant vu de près les révolutions, aperçoivent mieux la fin de l'humanité et comprennent mieux la providence, Balzac se dégage souriant et serein de ces redoutables études qui produisaient la mélancolie chez Molière et la misanthropie chez Rousseau. Voilà ce qu'il a fait parmi nous, voilà l'œuvre qu'il nous laisse, œuvre haute et solide, robuste entassement d'assises de granit, monument, œuvre du haut de laquelle resplendira désormais sa renommée. Les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de la statue. Sa mort a frappé Paris de stupeur. Depuis quelques mois, il était rentré en France, se sentant mourir. Il avait voulu revoir la patrie, comme la veille d'un grand voyage. On vient embrasser sa mère. Sa vie a été courte, mais pleine, plus remplie d'œuvres que de jours. Hélas, ce travailleur puissant et jamais fatigué, ce philosophe, ce penseur, ce poète, ce génie, a vécu parmi nous de cette vie d'orage, de lutte, de querelle, de combat, commune dans tous les temps à tous les grands hommes. Aujourd'hui, le voici en paix. Il sort des contestations et des haines. Il entre le même jour dans la gloire et dans le tombeau. Il va briller désormais au-dessus de toutes ces nuées qui sont sur nos têtes parmi les étoiles de la patrie. Vous tous qui êtes ici, est-ce que vous n'êtes pas tentés de l'envier? Messieurs, quelle que soit notre douleur en présence d'une telle perte, résignons-nous à ces catastrophes. Acceptons-les dans ce qu'elles ont de poignant et de sévère. Il est bon, peut-être, il est nécessaire, peut-être, que dans une époque comme la nôtre, que de temps en temps une grande mort communique aux esprits dévorés de doutes et de scepticisme un ébranlement religieux. La Providence sait ce qu'elle fait lorsqu'elle met ainsi le peuple face à face avec le mystère suprême et quand elle lui donne à méditer la mort qui est la plus grande égalité et qui est aussi la grande liberté. La Providence sait ce qu'elle fait, car c'est là le plus haut de tous les enseignements. Il ne peut y avoir d'austères et sérieuses pensées dans tous les cœurs quand un sublime esprit fait majestueusement son entrée dans l'autre vie. Quand un de ces êtres qui ont plané longtemps au-dessus de la foule avec les ailes visibles du génie, déployant tout à coup les autres ailes qu'on ne voit pas, s'enfonce brusquement dans l'inconnu. Non, ce n'est pas l'inconnu. Non,
Je l'ai déjà dit dans une autre occasion douloureuse et je ne me lasserai pas de le répéter. Non, ce n'est pas la nuit, c'est la lumière. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce n'est pas le néant, c'est l'éternité. N'est-il pas vrai, vous tous qui m'écoutez? De pareils cercueils démontrent l'immortalité. En présence de certains morts illustres, on sent plus distinctement les destinées divines de cette intelligence qui traverse la terre pour souffrir et pour se purifier et qu'on appelle l'homme. Et l'on se dit qu'il est impossible que ceux qui ont été des génies pendant leur vie ne soient pas des âmes après leur mort. Après ce discours qui a produit surtout les assistants une inexprimable émotion. Voilà, Hugo et Balzac. D'un côté, la visite à Balzac mourant. Lui prendre la main malgré l'odeur. La sueur sur la main, la pression. Et que la main ne répond pas. Et puis, monter là vers le haut du Père-Lachaise. On a du mal à imaginer parce que nous, maintenant, on voit toujours là la statue de Balzac à cet endroit. Non, non. C'est la fosse et la pluie et la terre qui tombe sur le cercueil fait du bruit pendant que Hugo et je prononçais quelques paroles. Évidemment que ça marque. Mais ce qui compte, c'est que le Balzac, tel qu'il est là sous les mots de Hugo, aussi bien dans l'humilité des choses vues que dans la pompe à la Bossuet, parole sur la tombe au Père-Lachaise, eh bien c'est Balzac. Hugo sait le dire et le toucher. Et après lui, il n'y en aura qu'un dans tout le 19e siècle qui saura dire. Balzac avec la même hauteur, c'est Baudelaire. Et ensuite, ce sera Proust. Et puis maintenant, on se met tous ensemble, on est plein là. Et c'est nous qui continuons. La même chose. Merci Victor Hugo.